Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est 11 heures, nous sommes jeudi le 9 avril, donc on continue toujours encore avec nos petites émissions Confine Live en alternance avec le Rallycross. Aujourd'hui c'est 100% rallye, soyez les bienvenus, donc émission numéro 16. Alors on a réussi l'exploit d'avoir deux Stéphane et deux Eric. Donc, on va essayer de s'en sortir. Et puis, merci éventuellement de nous pardonner si ça pêche un peu au niveau de ce côté-là. Voilà, c'est parti. Alors, je considère qu'on a un troisième invité. Les deux pilotes qu'il va nous présenter. Mais notre invité, c'est Stéphane Gentil de Canal. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Salut tout le monde, ouais, ça va très bien, confiné comme tout le monde en région parisienne. La dernière fois que j'ai pris le micro à l'antenne de Canal, c'était pour la Power Stage du Mexique. Et il n'y avait d'ailleurs même pas de Power Stage, la conclusion du rallye du Mexique. Et puis depuis, à la maison, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc, je l'ai dit, de Stéphane, de Eric, on comptera les points à la fin. Mais je te laisse nous présenter nos deux invités. Voilà, on a Eric Camilly aujourd'hui qui a débuté le rallye en 2008. Il a remporté Rallye Jeune en 2013, pilote officiel chez Ford, chez Volkswagen, chez Citroën. 10 podiums en championnat du monde au volant d'une R5, dont 3 victoires. La dernière, il y a quelques semaines, sur le rallye Monte-Carlo en WRC3. Et puis donc Stéphane Lefebvre, mon consultant Canal pour le rallye WRC depuis l'an passé. Début en rallye en 2010, champion du monde junior 2014, champion d'Europe junior 2014, le premier pilote à avoir réalisé cet exploit. 42 départs en WRC, pilote officiel Peugeot et Citroën, et puis donc consultant Canal depuis quelques mois, à mes côtés au micro. Super, merci. Eric Camille, salut. Donc, très rapidement, 4e semaine de confinement, comment tu vas? Comment ça se passe pour toi? Écoutez, bonjour à tous. Ça va, pour être honnête, c'est un peu long, c'est sûr, hein, on va pas se le cacher. Mais on commence à rentrer dans le dur. Hein. On commence à rentrer un petit peu dans le dur, mais bon, après, il faut pas se le cacher aussi, faut suivre les instructions. Et puis voilà, je pense que quand même, c'est quelque chose d'assez grave qui se passe dans ce moment. Donc, il faut respecter les règles et puis prendre son mal en patience, quoi. Ça fait quoi pour un Niçois de ne pas pouvoir se promener sur la promenade des Anglais ou sur la place Masséna, là, en dessous de la Grande Roue? Ah, mais ça manque, hein. Ouais. D'autant que je suis en montagne, je suis confiné dans la maison de l'arrière-pays niçois. Donc, c'est sûr qu'une semaine à la montagne, ça va. 2 semaines, ça commence à faire long. Là, on va atteindre le premier mois, ça commence vraiment à faire long. La mer me manque, on va dire, quoi. Ouais. En bon niçois, vous avez pris des nouvelles un peu là de Michael Jackson qui est, on voit quelques images là qui est justement sur la place Masséna. Tu as pris des news? Ah, il est bon, lui. Non, j'ai pas pris de news. J'espère que, je pense pas qu'aujourd'hui il fasse son festival, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, on aura hâte de le retrouver, hein, je pense en mai, sur la place Masséna. Ça nous fera une belle festivité, quoi. Ouais. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, il est italien, il s'appelle Andrea. Ça, c'est pour refaire la mémoire du dernier Confine Live. Et Andrea, si tu nous écoutes, tu vois, il y en a un peu partout dans le monde, des Andrea. Très bien. C'est une star. Ouais, vraiment. Stéphane? Oui, avec Stéphane, tu n'étais pas à mes côtés pour le Mexique, puisque tu étais au Touquet. Ta dernière sortie, d'ailleurs, ça s'est terminé par une sortie, on l'avait vu dans Rally Club. Steph, comment ça se passe ton confinement, toi? Bonjour à tous. Ça va. J'ai le garage du père qui est pas très loin, donc on bricole. On passe son temps et voilà. Je pense que tout le monde est un peu dans la même situation d'attente et de pas trop savoir quoi faire de ses journées. Mais ça va, j'ai la chance de pouvoir m'occuper et de passer des journées remplies. Ouais, tu t'imagines un petit peu déjà alors on parle beaucoup de déconfinement, mais on en est peut-être encore loin, mais tu as déjà une petite idée de qui tu as envie de voir en premier quand on va sortir de cette phase assez difficile quand même? Non, j'ai pas vraiment d'idée bien spécifique, surtout revoir les proches et la famille qu'on voit pas forcément. Après, il y a les amis qui manquent, il y a plein de choses, et puis surtout pouvoir rerouler pleinement en voiture et puis aller se faire plaisir avec des kartings, etc. pour pouvoir rouler.
Ok, bon allez, on enchaîne assez rapidement. Alors le premier lien qui nous plaisait vraiment et qui vous réunit tous les deux, c'est une voiture, c'est la Citroën C3 WRC. On voit quelques photos, vous avez été au volant tous les deux de cette voiture-là, l'un en compétition, l'autre sur des séances d'essai. Stéphane, donc toi le premier, tu l'as piloté cette C3 WRC sur la saison 2017. Qui a même participé un petit peu au développement sur la fin, ou en tout cas, bon, on sait qu'Eric, après lui, en a fait un peu. Parle-nous un petit peu de la voiture, ce qu'elle vous a procuré en sensation. Stéphane. Ça a vraiment été une grosse surprise pour moi, sortant la DS3 qu'on connaît, les anciennes générations. Quand on débarque dans cette nouvelle réglementation avec ces voitures plus puissantes, avec l'aéro et tout, ça fait vraiment un choc. Et les premières impressions qu'on a eues en montant dedans, c'est que c'était vraiment très puissant et les virages nous sautaient vraiment au visage. Donc ça, déjà, je pense que c'est par rapport à la réglementation, mais c'est vraiment un gros choc en termes de passage en courbe et de relance. Après, voilà, j'ai participé au dev en 2017 pour prendre confiance en la voiture et puis voilà, faire des kilomètres, faire ses gammes, et après on s'y habitue, mais voilà, premièrement, c'était vraiment ça le gros truc qui m'a choqué quand j'ai pris son volant. Ok, alors moi, on va pas évoquer la saison en entier, hein. Il y a eu des choses sympas, d'autres choses plus difficiles, mais je me souviens d'une petite conversation qu'on a eue tous les deux où tu me disais qu'en fait, c'était pas très compliqué de la prendre en main, hein, au bout de 2-3 rallyes, les automatismes et tout, quelque chose que j'ai retenu. Et voilà, tu me disais les ingénieurs m'écoutent pas trop, quoi. Je me souviens de la Corse notamment où bon, Mick est en tête, mais je crois qu'on t'impose un peu les réglages de Mick, que ça te convient pas. Parle-nous un petit peu de ces moments-là où ben, le jeune rookie, on l'écoute pas, on fait pas trop attention à son ressenti. Oui, bah, c'est un peu normal aussi, hein, quand j'avais pas beaucoup de départs en rallye, quand Chris est en tête du rallye, etc. Et nous dire que la voiture va pas et qu'on a quasiment les mêmes setups, ça fait un peu bizarre d'entendre ça, je pense, de la part des ingés. Après, on n'a pas du tout la même conduite et il y a certaines choses que je voulais qui bougent dans ma direction, mais c'était jamais facile vraiment de trouver un axe pas de performance, parce que la voiture était performante avec Chris, mais plutôt un axe où je me sentais plus à l'aise dans son volant et que j'avais plus de feeling avec. Ok, ben merci. Toi, Eric, ton ressenti de la C3 WRC, on sait que tu l'as prise en main un petit peu sur la fin, avec des tests. Tu as même cru un moment peut-être à revenir en catégorie Rennes. Je sais que tu l'as testé en Alsace et puis pour l'Allemagne et puis en Espagne sur la terre avant la Catalogne. Ouais, j'ai fait 6 ou 7 jours dedans. C'est vrai que, bah oui, j'espérais évidemment. C'est sûr que pour cette année, si les choses avaient été différentes, mais avec des cires, on ferait le monde aussi. Donc, mais en tout cas, ma première impression, moi je me rappelle, je crois en juin dernier ou quelque chose comme ça, il m'avait fait faire une première séance de prise en main sur un circuit terre. Donc j'étais tout seul dans la voiture, donc un circuit rallye type rallye, quoi. Et quand j'ai mis la première fois la stratégie de départ et que je suis parti, je me rappelle, j'étais seul, j'ai cru que je m'envolais. Franchement, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et comme disait Steph, c'est vrai que les virages nous pètent à la gueule, quoi. C'est vraiment le mot. Et après, voilà, 2-3 jours pour s'habituer, on va dire, mais la première fois, j'ai cru que je m'envolais, quoi. C'était des trucs. Mais j'ai jamais conduit en course, contrairement à Stéphane, donc j'aurais bien aimé, mais voilà, c'est comme ça. Ok, alors cette C3 WRC, on sait qu'elle est confinée elle aussi. Alors on voulait très rapidement évoquer ça avec tous les deux. Vous en pensez quoi aujourd'hui, qu'elle soit dans les ateliers, dans une grange ou même au musée? C'est quand même un peu un gâchis, hein. Donc Stéphane, à toi de nous donner un petit peu ton avis sur, pas sur l'arrêt Citroën, mais au moins voilà, le gâchis d'avoir une superbe voiture qui roule pas aujourd'hui. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive malheureusement dans le sport auto, hein. Chez Volkswagen, ils avaient prévu aussi les nouvelles générations et ils ont tout arrêté brutalement. Donc c'est toujours rageant de savoir qu'il y a des voitures perfo qui sont à l'arrêt et qu'on ne puisse pas utiliser. Moi, comme Eric, on aimerait bien remonter dans une voiture pour une saison complète. Mais bon, c'est comme ça.
la C3, il continue à faire du développement jusqu'à la fin de l'année passée, donc c'est un peu rageant de les voir arrêter. Après, c'est malheureusement les lois du sport auto avec des arrêts de programme, et ça arrivera encore malheureusement. Eric, toi aussi, alors bon, vous êtes un peu des spécialistes de one-shot, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que c'est une idée qui peut naître comme ça, d'essayer de la faire sortir juste sur un rallye, tout simplement? Ah bah, pourquoi pas dans le futur. Après, ça c'est sûr qu'on ne dirait pas non, hein, mais bon, après, je pense que les projets sont très difficiles à monter. Donc, déjà, essayer de monter quelque chose en R5, c'est compliqué. Comme on le voit depuis 2-3 ans, je fais quand même pas mal de piges, comme tu disais. Donc, c'est déjà très compliqué à monter. Donc, après, monter quelque chose en WRC, bon, ouais. Je l'espère toujours, mais c'est compliqué, quoi. Je pense qu'il vaut mieux attendre qu'un constructeur appelle, sans dire attendre, mais pour créer l'opportunité, on va dire. Voilà. Ok. Eric, justement, on sait que tu as beaucoup de données de ta personne, tu as développé énormément de voitures, notamment en R5, tu les as quasiment toutes développées ou testées en tout cas. Il y a un côté peut-être un petit peu, vu de l'extérieur, hein, on se dit pilote de développement, comme on peut dire aussi en circuit, ça a peut-être un petit côté rébarbatif. Explique-nous un petit peu cette tâche-là bien spécifique du développement, la relation avec l'ingénieur, etc. Bon, bah, c'est venu avec le temps. C'est vrai que la première voiture que j'ai développée, c'était la Toyota, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais WRC, la Yaris WRC en 2015. J'avais été recruté par Toyota et on avait fait 1 an de développement. Et bon, j'y comprenais rien, hein. J'avais commencé les rallyes 2 ans plus tôt parce qu'en 2008, j'avais fait 2-3 courses comme ça, mais j'ai réellement commencé ma carrière en 2013. Et je ne savais même pas ce qu'était un kick de détente, quoi. Je veux dire, peut-être ça peut paraître pour les gens qui nous regardent, mais on va dire que pour un pilote, c'est le b.a.-ba. Et comme ça, après, séance après séance, c'est venu. Et il faut être tout d'abord assez proche des ingénieurs. Je pense qu'il faut les comprendre parce que les ingénieurs sont tous différents. Il y en a qui trouvent plus le pilote, d'autres moins, on va dire. Mais après, j'ai appris au fil du temps que je pense que les voitures, il n'y a qu'une réelle façon de les faire marcher aussi. Au début, ça me paraissait un peu, j'étais toujours là avec des setups plus souples, etc. Peut-être Steph s'en rappelle, quand on roulait l'un contre l'autre, j'avais toujours des voitures plus souples. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a qu'une façon de faire marcher les voitures. Enfin, on va dire, il n'y a qu'une fenêtre. Et après, c'est vraiment essayer de sentir la voiture au quotidien dans ses retranchements, en test. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu rébarbatif, mais bon, c'est aussi une source d'expérience énorme, on va dire. Sur les réglages, parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans les R5 du moins, vous pouvez me parler de n'importe quelle voiture pratiquement, je sais sur quelles conditions à peu près, quel réglage, on va dire le bon réglage. Après, c'est jamais parfait non plus parce qu'on fait pas rallye, mais on va dire que j'ai une source de données assez conséquente dans ma tête. Stéphane, toi aussi, tu as beaucoup donné. Tu as développé la 208 R2. Je pense que tu as le record du nombre d'heures au volant de la petite 208. Plus tard, la C3 R5. Tu nous l'as dit, la C3 WRC. Parle-nous un petit peu de cette relation à l'ingé aussi. Alors, je crois savoir que toi, ça te gonfle un petit peu quand même, hein, ce nombre d'heures à passer à faire que du test. Toi, tu veux de la course, un chrono, quoi. C'est tout ce qui t'intéresse? Non, c'est pas que ça me saoule de faire du développement, c'est que c'est... Attaquer. Ouais, voilà, faut attaquer, faut essayer de se faire plaisir. Et puis, quand on fait du développement, il y a plein de phases du développement. C'est soit on fait des déterminages, on fait des kilomètres, des endurances, et ça, évidemment, c'est un peu rébarbatif et c'est pas vraiment plaisant. Par contre, quand on va faire une séance d'essai au Portugal ou en Espagne, où vraiment on est là pour travailler et faire évoluer la voiture, là c'est vraiment plaisant. Il y a plusieurs phases de développement, il y a plusieurs objectifs aussi, hein, de l'équipe pendant ces séances. Parfois, c'est des séances d'endurance, parfois, c'est des séances de perfo. Donc, il y a des séances qui sont plus plaisantes que d'autres. Et voilà, j'ai eu la chance de faire pas mal de dev sur les produits PSA, donc la 208 R2, la DS3 R5 et la C3 R5 qui était un peu de WRC aussi, pardon. Tu as essayé la nouvelle 208, là? Est-ce qu'ils t'ont appelé pour vite fait faire quelques tours de roue, non? Non, même pas. J'ai essayé, hein, j'ai demandé d'amener justement cette expérience que j'ai eue pendant des années. Mais non, j'ai pas eu de retour là-dessus. J'ai jamais essayé cette petite nouvelle 208.
Ouais. Le langage des ingénieurs, c'est quelque chose qui, au début, j'imagine, tu avais l'impression qu'ils parlaient une autre langue, non? Oui, un peu. Après, je suis mécano de formation, donc j'arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire et à l'analyser. Mais oui, chaque ingé a ses petites spécificités, ses petites techniques de travail. Et dans la maison Citroën, qui est comment dire, qui est une grande maison, jamais travailler tout le temps avec les mêmes personnes, c'est jamais vraiment évident de trouver le bon équilibre. Ok, ben merci. Ouais. On voulait faire un petit point sur le dev. Alors Stéphane, tu as peut-être une question encore, oui. Oui, non, c'est par rapport avec nos deux pilotes du jour. C'est vrai que leur parcours est un petit peu différent, mais ils sont un petit peu arrivés au même point maintenant dans leur carrière. On a Eric qui est passé par la filière Rallye Jeune, FFSA, et qui a fait son trou en WRC. Stéphane, lui, il a été perfo avec une grosse pointe de vitesse et un petit peu au talent immédiatement, remporté quelques formules de promotion et arrivé également en championnat du monde. Et maintenant, vous vous retrouvez un petit peu à un stade de votre carrière où en recherche d'un second souffle. Comment vous analysez ça tous les deux? Allez, Eric d'abord. C'est vrai que j'ai passé, on va dire que là, ça redémarre. Je touche du bois. Mais c'est vrai que surtout après 2017, je pense que je suis arrivé tellement vite en WRC. C'est ce qu'on se dit un peu. Parfois, c'est peut-être aller un peu trop vite, quoi, non? Oui, donc je pense que j'ai été très chanceux, opportuniste, chanceux. Et dans le même temps, je pense que peut-être que c'était normal aussi qu'il y ait un certain équilibre, ne serait-ce que le monde tourne comme ça. Hein, donc ça a été dur pour moi de saisir ma chance en 2016 parce que quand j'ai signé en WRC, j'avais même pas 30 rallyes. Donc je crois que je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait une saison officielle en WRC avec moins de 30 rallyes. Donc ça a été très rapide et ça a été dur à tenir pour être honnête parce que moi je pensais qu'à attaquer. Hein, et j'avais même pas de notes, quoi. Je partais en Finlande, il n'y avait même pas de système de notes. Donc je veux dire, aujourd'hui, quand on y pense, c'est de la folie. Mais en ayant démarré tard, à 25 ans, après, on fait comme on peut aussi. Hein, donc, c'est des opportunités incroyables. Hein, j'en garde des souvenirs. Et après, j'ai dû me battre, après ces 2 années, du coup, même si on finit vice-champion du monde WRC2 la seconde année, ce qui est finalement pas mal par rapport à l'expérience, je veux dire, face au Skoda officiel aussi. Après, ça a été dur. Et puis là, après, c'est aussi une histoire de conjoncture. Hein. Ogier a signé chez Ford. C'est du coup devenu difficile pour nous. Hein. C'est la logique des choses face au champion du monde. Et après, donc j'ai connu ma pire saison, on va dire, en 2018, où j'ai fait, je crois, deux rallyes. Bon, alors j'ai eu de la chance d'être pilote officiel de Volkswagen, mais avec un seul rallye et 2 rallyes chez Malcolm, je crois. Donc je roulais beaucoup en test. Mais bon, après, moi, je suis vraiment dans une optique sur la longueur. Je n'ai pas peur de dire que je vais être pilote jusqu'à 42, 44 ans. Je me sens d'attaquer jusqu'à tard. Donc, j'ai démarré tard, je finirai tard. Donc j'ai encore du temps devant moi. Et puis, je suis bien content que Citroën m'ait récupéré l'an dernier. Et puis qu'on ait pu commencer à construire quelque chose ensemble. Bon, ben là, avec cette histoire de virus, c'est sûr que c'est un peu plus... 2020 avait plutôt bien démarré pour toi avec cette victoire au Monte-Carlo. Ouais, on comptait faire le championnat, quoi. Donc, c'est sûr que on n'a pas eu le temps de l'annoncer. Donc, bon, c'est comme ça. Après, on fera le championnat en 2021. Voilà, je suis vraiment sur la durée. Je perds pas le nord, entre guillemets. Je garde ma ligne de conduite et puis je lâcherai rien. Donc, bon, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. J'ai vécu peut-être trop rapidement WRC, voilà, c'est ce que je me dis des fois, mais après, est-ce qu'il y a un moment où on dit que c'est le bon moment aussi, quoi. Donc, il faut aussi faire avec les moyens qu'on a au moment où on y est. Donc, voilà, c'est aussi ma part de responsabilité, quoi. Bon, et toi, Stéphane, donc c'est vrai que la filière FFSA, en tout cas le giron fédéral, toi, tu n'as jamais vraiment intégré ce système-là. Tu as passé une autre filière, en fait, en tout cas, ton propre style, quoi. C'est une autre filière. Après, ça m'intéressait aussi de le faire, hein, mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu faire rallye jeune et j'avais déjà eu des licences de karting et c'était interdit aux licenciés, donc j'ai pas pu faire rallye jeune. Et puis l'année d'après, j'étais déjà en 207 volant en R3, donc on n'allait pas faire forcément marche arrière pour retomber en R1. Et vu que ça s'est plutôt bien passé en volant Peugeot, on a continué dans cette branche-là. Et puis
Là où ça a vraiment déclenché, c'est quand j'ai remporté le junior en 2014. Eric, je trouve très intéressant ce que tu as dit avec justement l'arrivée d'Ogier chez Ford. On sait que Loeb, en arrivant chez Hyundai aussi, ben vous, un peu les jeunes, vous avez un petit peu subi les conséquences financières, puisqu'on imagine que les programmes pour les jeunes sont un peu taillés, quoi. Hein, donc c'est très intéressant ce que je trouve ce que tu as dit. On revient sur justement, si vous avez un regard sur le passé tous les deux, Eric, à quel moment tu changerais quelque chose aujourd'hui dans un choix plus précis qu'un autre? Oh, ben, il est clair, hein, je pense que c'est ma première saison en WRC. À cette époque-là, pourtant j'étais quand même bien coaché, hein, notamment par Nicolas Bernardi. Mais dans ma tête, il se passait une petite étincelle comme ça qui faisait que j'avais besoin d'attaquer, quoi. Je ne savais pas qu'en fait on pouvait faire un rallye sans forcément faire un sprint. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Mais dans le même temps, je me rappelle d'un gars qui m'a dit quand j'ai gagné Rallye Jeune, parce que bon, quand j'ai fait Rallye Jeune, j'avais 24 ans, donc j'étais pas le favori, on va dire. Il y a souvent des gens de 18 ans, 20 ans dans les finales. Il m'a dit tant que tu seras le plus rapide, tu iras loin, enfin, tu continueras. Donc. Et c'est vrai que ça m'est resté, et c'est ce qui m'a permis aussi d'arriver en WRC rapidement, parce que j'avais pas trop le temps, entre guillemets. Et quand j'étais en WRC, ben, j'ai eu du mal à commencer à me dire non, là maintenant on prend le temps qui est, va pas essayer de chercher les premières spéciales. Voilà, quand j'ai vu que je prenais 20 secondes par Ogier, entre guillemets, j'en étais malade. Alors qu'aujourd'hui, je me dis c'est complètement juste normal. Le mec, c'est le meilleur du monde. Déjà, il est meilleur que toi, et en plus, il est, enfin voilà, c'est son domaine. Donc, et c'est là que sur l'année, sans me comparer forcément à Seb, hein, mais je veux dire, avec les autres pilotes, j'ai pas, voilà, quand j'étais devant Mats Osberg, pour moi, c'était devenu presque normal, alors que je me rends compte aujourd'hui, voilà, on est 4 ans après, 5 ans après, et c'est, voilà, c'est un grand pilote, c'est le top 10 mondial, quoi, tout cet ensemble, hein, donc il faut, et c'est là où peut-être j'aurais dû prendre un peu plus le temps, mais c'est difficile à se le dire. Ouais. Cette année, justement, où tu es chez Toyota, on va essayer de faire assez court. Cette année où, justement, tu es chez Toyota, donc tu quittes Toyota alors que tu avais encore un an de contrat. Là aussi, aujourd'hui, quand tu vois Toyota, là où ils en sont, les voitures, il y en a quand même 4 ou 5 qui roulent par rallye. Ça, c'est pas un petit regret quelque part? Non, parce que quand vous avez... je me rappelle, cette saison 2015 avec Toyota était fantastique. Hein. On développait la voiture, on roulait avec Oreca en WRC2, une équipe fantastique, vraiment top. Et c'est vrai que les résultats, on va dire, ont commencé à venir aux premières saisons assez rapidement, malgré que ça a démarré assez de façon chaotique avec quelques sorties de route, mais les temps ont commencé à être devant, et à partir, je sais plus, Allemagne on fait 2, l'Espagne on fait beaucoup de temps scratch, et la Grande-Bretagne où justement on est en tête du rallye pendant la plupart pendant le rallye face à Soulinen. Quand vous avez Malcolm Wilson qui vous appelle, ouais. Si vous voulez, voilà quoi, ça enchante, et voilà, je me rappelle, on est allé dormir chez lui, etc. C'était un moment fantastique, quoi. Donc on a été visiter les ateliers, donc non, je regrette pas, et enfin voilà. Stéphane, toi, dans tes choix de carrière, alors est-ce que tu en as eu des choix à un moment ou à un autre, lequel tu changerais aujourd'hui pour éventuellement partir dans une autre direction, voilà, avec le recul et les quelques années que tu as passées là? Moi, j'ai pas eu trop d'opportunités différentes. Hein. Après avoir gagné le junior, j'ai eu mon contrat avec Citroën pendant quasiment 4 ans, donc c'est quand même une bonne opportunité pour moi d'avoir perduré aussi longtemps. Après, le truc que je changerais aujourd'hui, si je pouvais faire marche en arrière, c'est revenir justement avant mon rallye d'Allemagne où j'ai eu mon crash. Première saison en 2015 avec 3 voitures, la R5, la RRC et puis la WRC. Et puis ce début de saison 2016 où ça se passait plutôt bien, on fait 5 au Monte-Carlo, au Portugal on était 4 au général avant que j'arrache une roue bêtement. Donc je me sentais vraiment le vent en poupe, hein, et commençais à prendre une pleine confiance, à se rapprocher des podiums. Et puis cette cartouche, hein, comme je peux dire, m'a vraiment mis un frein à cette ascension. Et puis plus beaucoup de développement sur la WRC qui était en plein essor. Et puis redébarquer en 2017 avec très peu de roulage pendant l'année. Et puis en plus un programme initial qui était complet et qui s'est fini par être coupé en deux. Ça a été compliqué. Donc tu es rentré dans une grosse période de doute là. Tu es rentré vraiment dans le doute là, perso.
Bah forcément oui, parce que quand il y a des dégâts corporels et que c'est long à revenir, même si dans la tête on pense que c'est oublié et qu'on est prêt à rattaquer, mettre les gants et repartir casqué dans une spéciale, ça fait rien, c'est pas là le problème. C'est surtout dans les endroits qui sont un peu plus risqués, où forcément, inconsciemment, on en laisse, et c'est à partir de là où faut travailler. J'étais voir des psychologues et tout pour justement retrouver cette confiance. Ok, super. Justement, dans l'état d'esprit, maintenant, on parlait un petit peu plus tôt des one-shots, de ces piges ou de ces rallyes un petit peu disséminés tout au long des saisons pour vous deux. Vous abordez cela comment? La performance doit être au bout immédiatement. Est-ce qu'on aborde son pilotage de manière un peu stressée? Comment ça se passe dans la tête, notamment? Je sais pas, moi, pour ma part, en tout cas, quand je monte dans une auto aujourd'hui, c'est tellement un plaisir de pouvoir rerouler que je pense pas à mettre la pression. Je suis là pour me faire plaisir et attaquer de chaque mètre de spécial que je peux faire. Après, quand on va sur une manche du WRC2, c'est différent. On a envie de faire le mieux possible pour pouvoir continuer à faire parler de soi, à pas se faire oublier. Et c'est ça aujourd'hui l'objectif. Je pense que moi, Eric, on a le même objectif, c'est de continuer à essayer de rouler en WRC2 et puis montrer qu'on est là, et puis peut-être attendre le nouveau règlement hybride avec de nouveaux constructeurs, j'espère. Parce qu'on sait que c'est au prix de pas mal de sacrifices, notamment financiers. Je sais, toi, par exemple, Stéphane, tu m'en parles un petit peu hors caméra. C'est vrai qu'il y a un aspect aussi, voilà, il faut pas se planter, quoi. Non, faut pas se planter, et puis pas se planter, mais bon, regarde, j'ai fait 2 rallyes comme ça, l'Allemagne et le Touquet, justement pour essayer de prendre un peu de rythme, mais même si voilà, j'ai fait des boulets, sûrement liés au manque de rythme et puis aussi d'automatisme. Ils se perdent, hein, mais le rythme est toujours là, et je sais qu'aujourd'hui, peu importe le rallye que je ferai, on a toujours le rythme, on a toujours la pointe de vitesse. Après, il faut réussir à concrétiser. Aujourd'hui, moi et Eric, je parle pour nous, peu importe le rallye qu'on fait, je pense qu'on monte dans la caisse, on sera aux avant-postes pour un podium en WRC2. Et Eric, l'aspect mental pour un pilote de rallye, c'est primordial aussi. C'est une grosse partie du boulot de faire un peu le vide, d'oublier un peu les enjeux, la pression. Ah ben oui, après ça dépend les pilotes aussi, mais c'est vrai que aujourd'hui je sais pas si mes souvenirs sont vagues ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que dans les années 90, presque quand il y avait un pilote qui sortait ou qui arrachait une roue, c'était presque idole, quoi. Aujourd'hui la donne a complètement changé, parce que la structure a changé, hein. Donc on a le droit on est autorisé à aller très vite avec seulement 2 passages en repos à le monde et sans faire d'erreur. Et c'est sûr que du coup, il y a le côté mental, je pense, qui a un petit peu, qui est un petit peu mis en avant. Parce que mentalement, il faut vite se remettre sur une erreur. On n'a pas le droit d'en faire beaucoup. Donc voilà, il y a un côté mental qui est travaillé. Et évidemment, après, moi, je sais que je suis vraiment un pur compétiteur, hein, depuis que je suis gosse. Au contraire, j'aime penser aux enjeux pour peut-être pas me faire aller vite, mais enfin me faire performer, quoi. Voilà. Ok, donc bon, ouais, on l'a dit, donc vous êtes un peu des spécialistes. On est vraiment content quand on vous voit sur une liste des engagés. On s'en cache pas, hein, on est des passionnés. On sait que forcément, quand vous êtes là, ça va aller très vite. Moi, début d'année, en fait, j'étais un peu inquiet pour vous deux, hein. Là, on a perdu. On a perdu Eric. Eric. Ouais. Connexion qui est. Alors, je crois que c'était une histoire de. Dans le bélier. Et de l'autre côté, on voit que la Lune. Ouais, là c'est astrologie, ouais, effectivement. On avait perdu un petit peu, Eric. Ouais. Ah, ok. Alors, allez, je recommence. Donc, première information très importante, sachez que Saturne est dans Mars, que Mercure rentre dans Bélier, et du coup, derrière, on voit que la Lune, hein. Allez, Eric, donc, tu es né en septembre, tu es vierge. Tu es sûr que tu ne veux pas changer de signe, là, parce que je vais t'annoncer des trucs. Non, tu restes vierge. Je reste vierge. Alors,
Ok. Donc au niveau santé, il nous disait en début d'année que vous avez besoin de repos, privilégier le premier trimestre pour vous gonfler à bloc. Bon, tu nous confirmes que ça te gonfle un peu là maintenant, j'imagine. Ouais. Donc en amour, il est écrit passion, émotion, complicité, c'est le grand amour. Alors entre parenthèses, il y avait marqué 1m93. Alors je sais pas si c'est le grand amour avec un B pour Benjamin. Mais voilà, donc on ne veut pas en savoir plus. Et la rubrique argent, donc si une grosse somme devait arriver en début d'année, verrais-tu la suite avec sérénité? Alors bon, bah, dis-nous si tu es serein pour justement cette année qui arrive. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil horoscope. Pas mal. Pas mal. Voilà. Bon, Stéphane, toi, tu es né en mars, tu es poisson comme moi. Alors je t'explique comment que ça m'intéressait doublement. Donc au travail... il y a écrit n'hésitez pas à faire de votre passion un métier. Voilà, c'est comme tous les horoscopes, en fait, c'est juste logique. Hein. L'argent, donc là aussi, Mars, je parle de la planète, s'occupera entre le 16 février et le 1er mars à booster un petit peu ton entourage pour qu'ils te soutiennent activement et financièrement. Bon, malheureusement, on est au mois d'avril, on a loupé la période. Toi comme moi, je pense. Au niveau famille... Là, ton horoscope, pas de lait, là. Ouais. Je suis pas sûr que tu sois prêt à te reconvertir, Eric. Elisabeth Tessier. Peut-être pour ça que la caméra avait coupé avant. Ok. Bon, au niveau de la famille, ils avaient marqué vos proches vous manquent. Bon, là aussi, un horoscope, quoi. Il n'y a pas plus logique après 4 semaines de confinement. Et ensuite, Stéphane, pour toi, le dernier truc, c'était vos initiales restent un signe positif. N'hésitez pas à suivre l'exemple. Donc voilà, le petit clin d'œil SL. Pour Sébastien Loeb. Voilà. Bon, dans ces horoscopes, sachez qu'il y avait les bons numéros du loto. Je voulais pas vous emmerder avec ça, donc je les ai gardés pour moi. Voilà. Je les aurais bien pris pour faire une ou deux courses, mais bon. Steph, à toi. Ouais, Stéphane, depuis quelques mois, tu as rejoint l'équipe Canal pour un rôle de consultant sur le WRC. Tu peux nous parler un petit peu de ce rôle où tu prends un petit peu de la hauteur par rapport à ton expérience, vivre ça par rapport à écran interposé, ça, j'imagine, c'est un côté un petit peu frustrant. Ça a aussi un côté peut-être prendre du recul justement sur ton métier, non? Oui, totalement. C'est vraiment intéressant déjà d'une part de pouvoir travailler de l'autre côté, parce que quand on est pilote, quand les médias viennent nous voir, etc., c'est vraiment l'une des parties où on est dans notre course et c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre les médias et la course. Mais d'être de l'autre côté et de voir comment ça se passe et de pouvoir raconter ce qui est réellement le rallye aux spectateurs, c'est là où on prend vraiment du plaisir à pouvoir expliquer et à suivre ces moments en direct. Et c'est vraiment quelque chose que je pensais pas qu'il allait me plaire. Parce qu'au début, on est pilote et on ne pense pas à être de l'autre côté. Mais plus je fais des émissions avec vous et plus je me sens bien. Et voilà, c'est pourquoi pas y penser plus tard à devenir consultant réellement sportif, et en sachant que le monde du rallye va pas forcément dans le sens des jeunes. Pourquoi pas y penser, ouais. Et toi, Eric, justement, lorsqu'on commente les rallyes avec Stéphane, les rallyes auxquels tu prends part, ce qui nous frappe souvent, c'est que tu as des analyses, alors en anglais en plus, très, très pertinentes. Tu es très soucieux du détail quand on te voit au point stop à l'arrivée. Ouais. D'ailleurs, en parlant, on va très vite, je te coupe, excuse-moi Stéphane, on va très vite passer une petite vidéo. Je vous invite à la regarder. Voilà, on va voir la réaction au point stop, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont sortir? What has he hit here? What happened, Eric? There was an animal, a small marcassin, I don't know, clack. A deer. A deer, yeah. The small one, very... How much damage? No, not so much damage. I thought I broke something on the straight, I mean. And finally, not so much damage. Just I had no lights for the end. How big was it? Like that. That's big. Yeah. Bon, Eric, dis-nous, c'était un big animals ou un little marcassin? On n'a pas tout compris. Allez, reviens un petit peu là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'était pas mal cette histoire. Ça nous a bien fait rire parce que j'ai toute une équipe derrière qui me suit et qu'est-ce qu'on en a rigolé.
Mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte, c'est que on a fait le ride Finlande l'an dernier qui s'est pas très très bien passé entre guillemets, qui a été un petit peu dur, et on avait le ride Allemagne, il fallait qu'on performe absolument. Et on commence à faire notre premier scratch avec cette nouvelle Ford R5 justement dans la spéciale de Panzerplatte au premier tour. On arrive au deuxième tour, bon, on a envie de le faire encore. Et pour prouver la perfo de la voiture. Et on part dedans, et puis je sais pas, il y a un truc, on oublie, enfin on prend pas la rampe de phare, c'est ça le truc. Il se met à faire nuit, il y a un arrêt de course, machin truc. Donc la fin de la spéciale se déroule de nuit, et on est les seuls sans rampe de phare. Et je shoot un truc, quoi, mais à 100, je sais pas, à 160, et un truc qui nous explose, quoi. Et on se dit putain, merde, je me suis dit c'est un caillou, un truc. Et j'ai cru voir quelque chose, un espèce de ok, en tout cas, allez. Et ok, donc, bon, apparemment, j'ai eu un. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, allez, on reprend. Et donc, du coup, je shoot ce truc et je vois des animaux un peu partout. Mais comment dire un marcassin en anglais, quoi? Un truc impossible. Et j'arrive au point stop et je cherche à dire l'impossible, quoi. Alors, déjà, je suis surpris parce que j'ai l'impression que j'ai perdu la moitié de la voiture vu l'impact. Et donc, je me dis merde, je vais me faire engueuler. J'ai tapé un truc. Et après, en fait, je comprends, à l'arrivée de la spéciale, 500 mètres avant l'arrivée, je crie à Benji, je me rappelle encore, on était à 180 dans une courbe, je dis putain, mais c'était un marcassin, il y avait la mer à gauche. Il me dit bon, vas-y, fini. Et puis voilà, donc j'ai essayé de dire je suis plus small marcassin, small sanglier, je sais plus ce que j'ai raconté, enfin bref. Pourtant, je fais pas de chasse. Ouais, donc Stéphane avait raison, hein, on reprend la conversation avant que je te coupe. Stéphane, bon, ouais, c'est vrai qu'au point stop, tu es quelqu'un qui analyse quand même c'est très méthodique, c'est un très bon anglais, il faut le dire. Mais voilà, on voulait te le dire que voilà, c'était plutôt sympa quand on te voyait arriver sur les points stop sur ces manches mondiales. Stéphane, tu avais encore une question? Non, mais c'est vrai que c'est important pour toi d'être très précis pour raconter ta spéciale au micro des caméras du WRC. Oui, j'aime bien parler en fait. Donc voilà, après je pense que chaque pilote est. J'aime bien parler, j'aime bien dire ce qui s'est passé, voilà, que les gens soient. C'est comme ils aient l'impression d'être avec nous, qu'ils sachent, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les gens ont envie de savoir. Peut-être que donc du coup je pense que voilà, ça me plaît de leur donner le plus d'infos possible entre guillemets, quoi. Enfin d'infos, de moments, d'émotions, quoi. Voilà, j'aime bien partager les choses, comme avec vous maintenant, quoi. Stéphane Lefebvre, toi, c'est bon, de temps en temps, c'est un peu brut de décoffrage à l'arrivée, hein, on n'arrive pas à tenir. Ça c'est déjà arrivé avec. Il y a des choses qui me gonflent et que j'ai du mal à me tenir, mais bon, c'est comme ça, hein. Eric, pareil, il est entier, il donne ses émotions. Moi, j'ai du mal à les contenir de temps en temps. Mais bon, généralement, au micro, j'essaye de faire attention, mais après, les nerfs montent un peu. Ouais. Ouais. Ok, dans le cadre de Confine Live, vous l'avez compris, on est souvent en décalé. Alors là, on a voulu faire une interview croisée, mais pas une interview croisée comme on a l'habitude de les lire, voir et entendre. En fait, on voulait vous parler chacun de la région de l'autre. Donc, je vais commencer, Stéphane, par toi. Qu'est-ce que tu préfères dans la région niçoise d'Éric Camilly? Bon, je te donne 2-3 exemples. Le col de Turini, la plage ou éventuellement la promenade des Anglais. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans sa région? J'ai envie de dire qu'il y a un peu tout. J'y habitais, donc je connais un petit peu. C'est vrai, il connaît. Et oui, je triche. La prom, tout ça, c'est pas mon délire. Par contre, la RPI, le col de Turini, tout ça, c'est plus des choses qui me font apprécier le sud, surtout la montagne. Ok. Bon. Toi, Eric, dans la région de Stéphane, la région nord, donc, plutôt quoi, les bains de boue, le maroilal, la spéciale de. Non, j'aime pas le fromage. J'aime pas le fromage non plus. Voilà, ça c'est réglé. Parce que quand ma copine en achète, j'ai envie de jeter le frigo. Donc, mais donc, du coup, non, je dirais pas ça. Ou alors, si ça évitait. Mais non, les grandes plages. C'est vrai qu'à Nice, on a des grandes plages, entre guillemets, mais là-bas, ils ont des plages avec les marais, etc. Et c'est vrai que ça en plus, c'est des galets à Nice, en plus. C'est des galets, c'est des galets, mais bon, c'est ce qui fait le charme aussi de Nice. Donc, mais c'est vrai que là-bas, c'était ce qui m'a touqué pour dire le nord un petit peu en général. C'est vrai que c'était la plage avec la mer qui s'en allait. Les dunes. Ouais, les dunes. Ouais. Franchement, ça m'avait vraiment plu. Ouais, c'est magnifique. Alors, on imaginait que tu allais nous dire la spéciale de Bourte avec ses guets. Enfin, tout. J'ai fait qu'une fois le Touquet, donc je me rappelle
et j'ai abandonné, donc je me rappelle plus très bien, pour être honnête avec vous. Mais c'est un beau rallye par contre, ça je me rappelle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte à l'instant que, enfin, je comprends un peu mieux ce que Cédric Robert nous dit à l'arrivée du point stop de Bourg, là, quand il nous dit j'aime pas les gays. Moi, en fait, ouais, j'étais carrément parti sur un autre truc. Je viens de comprendre en fait ce que Cédric nous dit à l'arrivée à chaque fois. Ok. En fait, les gars, les numéros du loto, ben, ils étaient bons. J'ai gagné au loto. Donc, il faut que j'essaye de vous rendre l'appareil. Donc, j'ai envie de vous demander à chacun. Alors, Stéphane, toi d'abord, je vais payer 6 manches en WRC. Je voudrais que tu me dises très rapidement lesquelles tu vas choisir et que tu me dises dans quelle voiture, surtout. Alors, les manches, Monte-Carlo, Portugal. Si on peut remettre la Pologne, moi, ça me va. Ah ouais, t'aimais bien là-bas. Ouais. Finlande et européenne. Ok, dis-nous pour la voiture. J'ai envie de dire la Polo. Hein. J'ai envie de dire en Polo. Ouais. En Polo. Et pour me convaincre de ne pas choisir Eric, c'est quoi ton argument là? Il n'y en aura qu'un des deux, hein, vous l'avez compris. Hein. Qu'on fait une. Comme ça, moi, il n'y a pas de choix à faire. J'ai pas entendu, ça a coupé. Il a dit quoi? Ouais. Une double monte. Une double monte. Il parlait d'une double monte. Bon, Eric, toi pareil, donc je te l'annonce, hein, ça me ferait très plaisir de te payer 6 manches en WRC. Dis-moi lesquelles tu mets sur la liste. Monte-Carlo, Sardaigne, JB, Finlande. JB, c'est mon favori, donc lui, vraiment, le Grande-Bretagne. Ouais. Finlande, Allemagne, j'aime beaucoup aussi. Portugal. Bon, après, pour être honnête avec vous, voilà. Mais si vous m'emmenez en Nouvelle-Zélande, j'y vais, quoi. Donc, ok. C'est bizarre que tous les deux, vous n'ayez pas parlé de la Corse, hein, quand même. Hein, je suis assez surpris. Ben non, parce qu'il est plus... Ouais, non, mais bon. Non, je peux le remettre en route. Dire quelque chose. Alors, je voudrais dire quelque chose là-dessus. C'est vrai que le Tour de Corse va énormément manquer. Sur la capacité, je pense que... Enfin, je ne sais pas pour Steph, mais moi... c'est vrai que mon rallye préféré, c'est le Grande-Bretagne, parce que je ne sais pas pourquoi, j'adore la terre déjà, etc. Mais là, le Tour de Corse, je suis né là-bas. Donc, c'est comme le Monte-Carlo. C'est des rallyes, pour moi, qui sont émotionnellement très, très forts. Ok, donc après ces 6 rallyes, tu me demandes de prendre quelle voiture, du coup? Une Citroën. Ah ouais, donc là c'est 3WRC par définition. Pourquoi pas? Je pense qu'aujourd'hui je suis le pilote Citroën, donc une Citroën. Je serais bien content d'ailleurs parce que j'ai eu des expériences avec Citroën, mais j'aimerais bien en avoir encore plus. Ouais, et quel est ton argument pour que je choisisse pas Stéphane du coup là? On fait une double descente plutôt, parce qu'en montée, un peu ennuyeux. Ok, bon, Stéphane Gentil, t'en penses quoi? Ils ont été plutôt bons, on compte les points, ouais. Les meilleurs. Pas de langue de bois, je sais pas, on fait comme l'école des fans, match nul, non? Ouais, effectivement. Bon, c'est déjà la fin de l'émission, on a passé 45 minutes ensemble, comme tous les autres, on aurait envie d'en passer bien plus encore. Merci tous les deux, on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite, respectez le confinement parce que ça peut vous servir aussi justement pour votre avenir. Et je laisse le soin à Stéphane de clore cette émission. Non, moi je vais un peu terre à terre par rapport à mon métier et à Canard. On espère vous voir tous les deux. Stéphane à mes côtés peut-être au micro pour la prochaine manche. Alors je ne sais pas ce que ça sera. Le Kenya, normalement c'est le prochain sur la liste, mais je pense qu'il va être repoussé. La Finlande au mois d'août. Et puis Eric, sur l'écran, justement, commenter tes exploits, on l'espère, en WRC 3 sur la fin de saison. On attend la nouvelle mouture du calendrier, mais en tout cas, merci à tous les deux, puis on s'y est régalé pendant ces 3 quarts d'heure. Et merci à vous, Eric, et toute l'équipe de Confining de m'avoir invité aujourd'hui. D'accord, merci à tous les 3. Donc moi j'en profite pour remercier encore très rapidement l'équipe technique. Alors Elisabeth et Noémie pour les filles et puis Mathieu, Maxime et Pierre pour la technique. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h. Ce sera 100% rallycross avec Mathieu. Et puis on se retrouve début de semaine prochaine. Non, samedi, pardon. On va se retrouver samedi pour une émission 100% copilote.
il paraît qu'il était un peu temps qu'on en parle d'eux aussi. Si vous, éventuellement, vous avez un petit message pour les copilotes, ce sera le bienvenu. Eric et Stéphane. Ah bah oui, le copilote, il remplit 50%, même peut-être plus du boulot. Donc, je pense c'est important de les mettre en avant, évidemment, parce que voilà, sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Hein. Puis ils ont bien du courage de monter à côté et de nous supporter. Ouais. Stéphane, toi? Voilà, surtout ça, je pense qu'il est le plus dur pour les copilotes, c'est de nous supporter quand il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est eux qui prennent un peu tout. Donc, il faut avoir des copilotes avec les DR solides et voilà. Merci à eux de nous supporter quand même. Ouais. Stéphane, on vient de recevoir un petit message de Julien Fébreau. Il nous l'avait dit hier sur l'émission Rallycross. Donc, il voudrait te rappeler qu'il est toujours encore plus rapide que toi en sprint car. Voilà, c'était le petit message. Allez, salut à tous. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous dès demain. Salut, merci. Salut à tous. Salut.